Donc ce soir est le dernier soir des Jeudis Sciences de 2019, car évidemment les Jeudis Sciences continuent en 2020. Vous avez tous eu une petite brochure donc, qui montre le programme du premier semestre 2020, avec dedans un questionnaire. C'est un questionnaire qui va vous prendre 3 minutes top chrono pour y répondre. Nous, ça nous permettra de vous connaître un peu plus et donc de mieux répondre à vos attentes. Donc voilà, si vous avez la gentillesse de remplir ce questionnaire et de le laisser en partant. Donc ce soir, le jour où l'homme a compris que la Terre était ronde, alors ça s'est pas fait en un jour, il y a eu, on va dire que ça a pris 2000 ans, et donc Alain Riaigelo est chargé de recherche au CNRS et à l'Institut d'astrophysique de Paris. Alain Riaigelo a raconté de façon magistrale, dans son livre « Pourquoi la Terre est ronde », comment l'homme avait compris justement, comment les hommes avaient compris que la Terre était ronde. C'est un voyage dans l'espace et dans le temps. Et la soirée, comme tous nos Jeudis Sciences, est animée par Antoine Boussin, donc je salue. Donc merci Alain et merci Antoine de nous faire découvrir ce voyage, cette épopée de la connaissance. Et puis bien sûr, vous pourrez à la fin, à l'issue de cette rencontre, vous faire dédicacer le livre « Pourquoi la Terre est ronde », qui est paru aux éditions Humaines Sciences par Alain Riaigelo, puisque nous avons un libraire, dans la librairie Henri IV, qui est venu. Merci. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci Olivia. Et puis il faut rappeler aussi que c'est le libraire du 4e arrondissement, boulevard Henri IV, qui va s'occuper de la vente des livres et des dédicaces. Et je vous conseille d'aller faire un tour, boulevard Henri IV, justement, au début du boulevard Henri IV, près de la Seine, pour découvrir cette librairie. Alors, Alain Riaigelo, on va parcourir un tout petit peu votre vie, votre parcours, qui vous a amené jusqu'à publier « Pourquoi la Terre est ronde ». Il n'y a pas de point d'interrogation. Donc vous êtes persuadé, vous, depuis très longtemps, que la Terre est ronde. Et on parlera de l'introduction de ce livre qui m'a beaucoup amusé et qui est justement une idée récurrente. Peut-être pas des complotistes ou des négationnistes. Enfin bon, on va en parler. Avant tout, je voulais rappeler que vous êtes un ancien élève de l'école polytechnique. Votre stage de fin d'études portait sur les trous noirs. C'est une autre passion que vous avez. Et vous êtes titulaire d'un DEA, astrophysique et technique spatiale, et vous êtes chargé de recherche au CNRS, à l'Institut d'astrophysique de Paris. Alors, je parlais de l'introduction de ce livre. Est-ce que vous avez eu un jour un déclic en disant « c'est pas possible, il faut faire un livre pour encore témoigner, raconter que la Terre n'est pas plate, mais qu'elle est ronde ». Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête et après, en prenant le stylo? Il se passe qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus complexe et qu'il nous manque parfois des bases pour comprendre des tas de choses. Et même quand on interroge des étudiants de première ou deuxième année d'université, quelles ont été les démonstrations dont on a usé pour montrer que la Terre était ronde, les gens ne le savent pas. Ils savent que c'est vrai, ils savent qu'ils peuvent faire confiance aux gens qui ont réfléchi à la question, mais savoir d'où ça vient exactement, on ne le sait pas. Alors pour la Terre est ronde, on peut dire, bon, c'est pas trop grave, mais pour le réchauffement climatique, si on ne comprend pas les bases, on peut très rapidement être victime de la désinformation. Alors au début du livre, moi j'ai beaucoup aimé cette introduction, où vous parlez d'un basketteur américain de la NBA, une équipe et puis un homme aussi connu que, on pourrait dire que Griezmann, footballeur en France. Voilà, et cet homme affirme que la Terre n'est pas ronde. Alors il l'affirme dans une discussion un peu informelle qui malheureusement pour lui est enregistrée et donc va être diffusée. Donc peut-être que dans une conférence de presse il aurait été plus prudent. Mais le fait est que quand il est sans filtre, il laisse à penser qu'il s'est mis à croire ça, il s'est mis à imaginer qu'on pouvait lui avoir menti. Et c'est un signe de notre époque, je pense. C'est pas une scène qu'on aurait facilement vue il y a 20 ans. Vous parlez d'un sondage qui est quand même, alors là, assez étonnant. Hein, c'est 25 000 sondés,
Et le résultat, qui pourrait être comme une question pour un champion, est-ce que la Terre est ronde, est-ce qu'elle est plate et tout. Et le résultat, allez-y, expliquez-nous, c'est édifiant. Alors, c'est un sondage de 25 000 personnes parce qu'il a été fait dans 25 pays européens. Donc, il y a 1000 personnes par pays, comme un sondage classique, qui pose des questions qui pose des questions de sciences générales, auxquelles, en principe, une personne normalement instruite devrait pouvoir répondre. Et donc, alors la question n'était pas sur la forme de la Terre, mais c'était sur le mouvement de la Terre. Est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou est-ce que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre? Donc la bonne réponse, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, je précise. Et entre les gens qui se trompent ou qui disent qu'ils ne savent pas, on en est quand même à 38% en France. Qui est particulièrement mal classé sur cette question-là. Sur le sondage, en général, les Français par rapport aux 10 pays européens, on n'est pas bon en France. Pour ce qui est du géocentrisme et de l'héliocentrisme, on n'est pas bon. Sur la moyenne des questions, on est plutôt bon, mais sur cette question-là, on n'est pas bon. Alors ça veut sans doute dire quelque chose sur, je sais pas, notre façon de parler de Galilée. On est obsédé par le côté laïque, religieux. Galilée, c'est le gentil qui s'est fait taper dessus par les méchants religieux. Ça, on le sait, mais on ne sait pas pourquoi. Et donc, voilà, Galilée disait que c'est la Terre qui tournait autour du Soleil et non le contraire. Et ça, les gens ne le savent pas. Mais comment vous expliquez? Parce qu'on a reçu, là, il y a des mois, un universitaire qui a fait un parcours, un livre formidable sur toutes les versions des Apollo 8 et tout, avec des photos magnifiques. Ça a été l'événement, quand les hommes ont marché sur la Lune, le plus médiatisé au monde. Et aujourd'hui, il y a 38% de gens qui pensent que peut-être cette histoire même d'avoir marché sur la Lune est un montage de la NASA. D'abord parce que ces gens-là n'étaient pas nés à l'époque. Oui, d'accord, mais enfin... Non, mais vous n'étiez pas né au temps de Galilée. Non plus. Mais ne pas avoir de lien historique direct avec quelque chose, ça change beaucoup notre perception. Par exemple, il y a des tas de thèses, de sondages qui ont été faits sur la notoriété des anciens présidents français. Donc là, on parle de... Et dès que les gens sont nés après la mort du dit président, en général, les gens ne connaissent très rarement le nom de ces présidents. Les présidents de la Ve République, la plupart d'entre nous les connaissons. 4e, il y en a déjà moins. 3e, il y en a de moins en moins. Donc, le fait d'avoir été contemporain d'un événement fait qu'on a une bien meilleure appréhension de l'événement. Dès que ça devient un événement historique de notre point de vue, on sait moins bien. Et donc quand on parle d'histoire des idées, d'histoire des technologies, on sait que ça existe aujourd'hui, mais d'où ça vient, on ne sait pas trop. Et on le remarque plus aujourd'hui. Alors est-ce que l'ignorance se répand plus rapidement avec les réseaux sociaux ou est-ce que on est globalement moins instruit, ça je ne sais pas. Mais le fait c'est pas le sujet du livre. Hein. Oui. D'ailleurs, tant mieux parce que ça va. Vous avez un réservoir de clients formidable là pour ce livre-là justement. Hein. Donc vous avez fait, moi, ce qui m'a passionné dans ce livre, qui est court, qu'on lit d'une traite, parce que c'est des courts chapitres. Vous répondez à des questions. Vous avez fait un travail d'historien que je trouve remarquable. Et vous le dites, malgré que ce soit en 4e de couverture, cette histoire ne remonte pas à 2000 ans. Mais elle remonte même 1500 ans avant. C'est-à-dire, parlez de ça, de la première fois où on mentionne la Terre, sa forme. Alors la première mention écrite, ça date d'un texte religieux indien qui parle d'une divinité qui a façonné la Terre à partir d'une boule de glaise, donc qui dit explicitement que c'est rond. Mais si on lit l'ensemble du texte, on voit bien que c'est un texte religieux. Donc est-ce qu'on est dans un récit un peu fantasmatique où les gens avaient envie que ce soit rond et ils inventent une histoire où c'est rond, ou est-ce qu'ils avaient envie de donner une justification religieuse au fait qu'ils soupçonnaient déjà que c'était rond? Ça c'est pas tout à fait clair. De la même façon, dans l'Égypte ancienne, on a des soupçons que les Égyptiens avaient compris que la Terre était incurvée en regardant la position des étoiles selon qu'ils étaient à l'embouchure du Nil ou du côté d'Assouan. On n'est pas sûr. Là où c'est écrit et où surtout c'est démontré, c'est dans l'Antiquité grecque. C'est vraiment là que on est sûr que les gens ont compris ce qui se passait. Est-ce qu'avant les gens l'avaient déjà compris, soupçonné? On est moins sûr. En tout cas, ils y pensaient.
se demander à quoi ressemble le monde qui nous entoure, c'est un questionnement universel. Donc c'est assez logique qu'ils y aient pensé. Est-ce qu'ils ont réussi à conceptualiser ça? C'est un peu plus difficile à savoir, puisque des traces écrites il y a plus de 500 ans avant notre ère, il n'y en a quand même pas beaucoup. Donc c'est difficile de savoir à quel point les gens avaient compris ceci ou cela. Alors, il y a un rappel historique, on connaît Pythagore, Platon, Aristote, mais il y a un homme que je ne connaissais pas, et vous dites pourtant que cet homme-là est indissociable de votre questionnement, c'est Ératosthène. Alors Ératosthène, il est quand même connu. Bon, alors j'admets, je présente à tous mon ignorance. Voilà. Il est mentionné dans les livres d'histoire. Bon, mais pourquoi il est indissociable pour vous? Alors il est indissociable parce que si important. La pensée grecque, c'était déduire des choses à partir du raisonnement. Donc par l'observation de la Lune, les savants grecs ont compris que la Terre était ronde. Donc ils avaient conceptualisé quelque chose. Ce qu'Ératosthène a fait, c'est qu'il a dit « Ok, maintenant que je sais qu'elle est ronde, je vais mesurer sa circonférence. » Et si je vous dis, en gros, comment vous feriez pour mesurer sans aucune technologie la distance de Paris à Marseille, premier réflexe, c'est vous dire « Ouh là là, ça va être compliqué. » Voilà. Et Ératosthène a, sans doute grâce aussi au savoir de son époque, était capable de surmonter cette barrière qui nous semble insurmontable, et il a, sur une durée qu'on ne connaît pas, réussi à mesurer la distance en gros entre Paris et Marseille. Enfin, c'était deux villes égyptiennes, Alexandrie et Assouan, mais en distance c'est comme Paris et Marseille. Et il a compris par le raisonnement que ces deux villes étaient situées d'environ 7 degrés de latitude. 7 degrés de latitude, c'est à peu près 1/50 de 360 degrés. Donc il a compris que s'il mesurait cette distance, par une règle de 3, il mesurait la totalité de la circonférence. Et il a conceptualisé quelque chose qui existait depuis Thalès, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'appréhender un objet dans sa totalité pour savoir des choses sur cet objet. Et alors, il était près de la vérité ou il s'est un peu trompé ou... Alors, de nos jours, quand on enseigne des choses dès la première année d'université, on dit aux gens, ça sert à rien de donner le résultat d'une mesure si vous ne déterminez pas l'incertitude qu'il y a sur la mesure. Du temps des Grecs, et même jusqu'à la Révolution française, la notion de mesure qui est imprécise, c'est même conceptualiser l'erreur que l'on fait toujours quand on fait une mesure, ça n'existait pas. Donc Ératosthène donne un chiffre. Est-ce que c'est plus ou moins 2%, plus ou moins 5%, plus ou moins 10%, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que la valeur qu'il donne correspond à la valeur de la circonférence terrestre à moins de 1% près. Donc est-ce qu'il a fait un résultat fortuitement exact, c'est-à-dire que son résultat était très imprécis, mais en fait il est tombé pile dedans? Ou est-ce que ça témoigne que de son temps et avec le soin qu'il a mis à faire cette mesure, qui a sans doute duré plusieurs mois, il avait une très grande précision? Il y a un petit doute, puisque tout le monde sait que Ératosthène a fait ça, mais les écrits d'Ératosthène ne nous sont pas parvenus. Donc on n'a que des commentateurs qui sont postérieurs d'un siècle ou deux. Est-ce que ces commentateurs-là avaient lu directement les textes d'Ératosthène ou lu des comptes rendus d'eux? On ne sait pas. Donc il y a une petite incertitude sur la précision qu'avait Ératosthène, mais c'est finalement une belle histoire de dire qu'il a l'air d'être tombé pile sur la bonne valeur. Alors, il y a un chapitre que vous appelez, un long chapitre, la quête de la précision. Vous allez nous raconter quand même un peu l'erreur de Christophe Colomb, enfin, une des erreurs de Christophe Colomb, mais je vais lire un passage pour parler justement des unités différentes de mesure. Les historiens ont recensé 250 000 unités différentes de mesure, de longueur et de poids existant avant la Révolution française. En France uniquement. En France, 250 000. C'est énorme. Pas d'erreur dans le nombre de zéros. On parle bien de 250 000 unités de mesure, au point que l'étude des différentes unités ayant cours en France n'est désormais ni plus ni moins
qu'une discipline à part entière chez les historiens. Je continue un petit peu. On comprend pourquoi, lors de la rédaction des cahiers de doléances en 1789, nombre de citoyens réclament une rationalisation des unités de poids et de mesure, car, outre la confusion invraisemblable qui régnait au sujet de ces mesures, un exemple célèbre est celui de la pinte, qui à Paris valait 52% de plus qu'à Saint-Denis. Elle représentait un frein important pour le commerce. Comment, en effet, effectuer une transaction avec un interlocuteur qui n'utilise pas les mêmes unités de mesure? Donc, comment on est arrivé, à travers toutes les unités d'avant, vous parlez un moment du stade égyptien, à mettre de l'ordre dans tout ça? En fait, c'était un problème qui était connu depuis au moins François Ier. Depuis François Ier, depuis qu'on essayait d'avoir une administration du royaume, les gens avaient remarqué que personne n'utilisait les mêmes poids, les mêmes unités de poids, les mêmes unités de longueur. Donc, tous les rois, depuis au moins François Ier, se sont dit « ça serait bien qu'on réforme ça ». Et la preuve écrite que c'était un système inextricable, c'est que dans les cahiers de doléances qui ont été rédigés à la Révolution, une des demandes les plus récurrentes qu'il y avait, c'était les gens qui se plaignaient de ce problème-là. Donc imaginez la restitution des débats suite aux Gilets jaunes, les gens qui se plaignent, je ne sais pas, qu'on soit en francs alors que les Allemands sont en marques, les Grecs sont en drachmes, mais qui disent on se fait toujours arnaquer quand on fait du commerce en ligne. C'était des centaines de fois pire à l'époque. Et ce frein-là, il fallait un bouleversement considérable pour s'en débarrasser, et ça a été la Révolution française. La Révolution française nous a légué un truc extraordinaire, c'est que tout le monde sait ce que c'est qu'un mètre, ce que c'est qu'un kilogramme, et d'ailleurs on est bien content que ce soit le cas, sauf quand on va en Angleterre où on se dit, quand même, ceux-là, ils auraient pu faire comme tout le monde. Oui. Voilà. Alors, la quête de la précision. Parce que votre livre, par moments, c'est comme un polar. Hein. Vous avez vraiment le sens de l'écriture qui passionne le lecteur. Et parlez-nous de Christophe Colomb. Parce que là aussi, il doit y avoir des idées contre cette idée que Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Enfin, je sais pas, on peut tout entendre. Mais Christophe Colomb, il partait pas pour découvrir l'Amérique. Non, il partait pour faire du commerce. Christophe Colomb savait que traverser l'Europe puis l'Asie pour aller au Japon, c'était compliqué. À l'est du Japon, il y avait un océan. À l'ouest du Portugal, il y avait un océan. Si ça se trouve, c'était le même. Donc c'était peut-être plus rapide de faire le trajet en bateau, dans un sens, qu'à pied dans l'autre. Et Christophe Colomb a eu cette idée idiote, parce que l'idée que la Terre est ronde et la démonstration qu'on avait fait Platon et Aristote, il la connaissait, il l'avait comprise. Donc il savait que c'était rond, il savait qu'en allant dans la direction opposée, il reviendrait à son point de destination. Mais ce qui n'avait pas perduré depuis 16 ou 17 siècles, c'était la valeur de la circonférence terrestre. Ératosthène avait trouvé que la circonférence terrestre faisait 252 000 stades égyptiens. Si je vous dis combien ça fait 252 000 stades égyptiens, vous ne savez pas. Voilà. Enfin, si vous savez, parce que vous dites, vu que la circonférence fait à peu près 40 000 km, je vais diviser et je vais trouver la valeur du stade égyptien. Oui. Mais voilà. Cette valeur-là, à quoi elle correspondait exactement? Elle s'était perdue. Et Christophe Colomb, finalement, s'est trompé de plusieurs façons, qui l'ont conduit à penser que la Terre était plus petite que prévu et que le continent eurasiatique s'étendait sur beaucoup plus de fuseaux horaires que ce qui était le cas. Et donc il pensait que du Portugal au Japon, il y avait en gros qu'un tiers de la circonférence terrestre, alors que c'est plutôt les 2 tiers, et que cette circonférence était plus petite. Donc il a entrepris un voyage qu'il n'aurait jamais osé entreprendre s'il avait su la vraie distance qu'il avait à parcourir. Et donc ça s'est bien terminé pour lui, mais parce qu'il y avait un truc au milieu pour lui permettre de se ravitailler, c'était l'Amérique. Mais il avait été victime de ce qui a été une plaie pendant les 3 siècles qui suivaient, à savoir que quand les gens parlaient d'une unité de longueur, de poids, personne n'avait la même définition de ces choses-là. Vous avez cité 250 000 valeurs. En fait, il y avait 800 noms d'unités, mais chacun de ces noms avait une valeur différente d'une ville à l'autre. C'est-à-dire, voilà, la pinte de Paris, c'était pas la même pinte que Saint-Denis, c'était pas la même pinte que, je sais pas, Amiens, que Rouen, que etc.
Et donc quand vous lisiez un texte une recette de cuisine, qui vous disait quelque chose, il fallait savoir où avait été écrite la recette, à quelle époque, pour convertir les unités qu'il y avait à l'époque en unités pour vous. Et donc c'est ça qui était absolument inextricable et qui est devenu de plus en plus inextricable au cours du temps, en fait. Bon, très bien. Alors, on ne pourra pas tout dire dans cet entretien parce qu'on va laisser la surprise au public, évidemment. On ne va pas parler de Newton, on ne va pas parler de tout ça parce qu'on est un peu au fait de ça. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est tout le débat sur l'héliocentrisme. Vous écrivez, je crois que c'est dans le chapitre 3, Aristote concluait que la Terre était au centre de l'univers, que les mouvements de la Lune, des planètes et du Soleil se faisaient autour d'un point central. Et non seulement Aristote pense ça, mais une grande partie de l'Église pense ça. Alors expliquez-moi pourquoi, parce que la destinée de Galilée, avec sa reddition, plus de ça, Brecht, enfin il y a eu énormément de choses de la littérature autour de Galilée. Et d'ailleurs je fais juste petit aparté, aller à la Comédie Française voir la vie de Galilée, c'est tout à fait étonnant. Bref, expliquez-moi pourquoi l'Église ne peut pas supporter une autre thèse que l'héliocentrisme. Le géocentrisme. Pardon, oui. Alors, l'histoire d'Aristote est intéressante parce que Aristote trouve ou raconte un savoir légèrement antérieur. Il démontre comment on sait que la Terre est ronde. Il dit quand vous regardez une éclipse de lune, vous voyez l'ombre de la Terre qui se projette sur la Lune. Cette ombre, on ne la voit pas totalement puisque la Lune est plus petite que la Terre. Mais le morceau d'ombre qu'on voit, c'est toujours une portion de cercle. Donc un machin qui projette une ombre qui est toujours circulaire, c'est une sphère. Quand vous lisez, c'est limpide. Parce que si on demande aux gens comment vous faites pour savoir que la Terre est ronde, il y a très peu de gens que quelqu'un qui n'a jamais réfléchi à ça trouve tout de suite. Par contre, en 2 minutes d'explication de la démonstration d'Aristote, vous avez compris. Donc il y a quelque chose de génial dans cette démonstration. Et le problème, c'est que quand quelqu'un fait une démonstration géniale et qu'ensuite il dit quelque chose, vous le croyez, ou vous lui faites confiance. Et Aristote se trompe. Aristote a une démarche scientifique, il démontre que la Terre est ronde, et il dit maintenant pourquoi est-ce que la Terre est ronde. Et par un raisonnement complètement faux, il pense que c'est parce que la Terre est au centre de l'univers et que tous les constituants de la Terre sont attirés par ce centre. Et donc, si tout le monde est attiré par quelque chose, ça prend une forme sphérique. Ce raisonnement-là qui le conduit à penser que la Terre est au centre de l'univers, il est faux. Mais ce raisonnement va néanmoins ne subir quasiment aucun examen critique, en tout cas aucun examen critique qui va être entendable, parce que quand vous critiquez quelqu'un de très fort, vous êtes moins audible que cette personne-là. Et il y avait aussi l'idée que cette idée de terre ronde, elle plaisait aux Grecs, parce que les Grecs aimaient bien la géométrie, et en géométrie, la figure la plus parfaite, c'est le cercle à 2 dimensions ou la sphère. Et donc cette idée de monde parfait, ça a été repris par la chrétienté. D'où cette idée que tout était fait par une divinité supérieure pour nous, et donc que tout le reste était autour. Et donc on comprend facilement qu'à partir du moment où vous imaginez que vous avez un Dieu qui crée les choses pour Dieu, maître de l'univers, alors voilà. C'est ça. Et qui ne peut engendrer que la perfection, d'où la Terre qui est une sphère, etc. Et donc ça a été très naturellement repris par la religion chrétienne. Dans la religion grecque, les dieux sont des gens qui s'intéressent modérément au destin des hommes, donc la Terre, elle peut avoir la forme qu'on veut, elle peut être immobile ou tourner autour du Soleil, ça n'a pas d'importance théologique, cette question-là. Dans la chrétienté, vous avez cette notion de perfection absolue, vous avez nécessairement quelque chose comme ça, et qui a poussé Aristote et par suite l'Église à dire des âneries. C'est-à-dire que si le monde est parfait, il ne peut pas évoluer, puisque s'il évolue, c'est qu'il passe d'un état imparfait à un état parfait, ce qui n'est pas possible, ou d'un état parfait à un état imparfait, qui est encore moins acceptable. Donc pour Aristote, il n'y a pas d'idée d'évolution de l'univers, etc. Et dans le monde de la chrétienté aussi. Et on s'en rend très bien compte quand les premiers savants, après la Révolution, qui sont un naturaliste français, commence à réfléchir à quel âge pourrait avoir la Terre. En fait, il a très très peur de parler de ça, parce qu'il a peur de se faire taper dessus par l'Église. Et donc il va dire
que la Terre est sans doute plus vieille que les 6000 ans bibliques. Il tente 25 000, puis il tente 50 000, puis voyant que ça se passe pas, il se passe rien, il tente 75 000 ans. Puis en fait, dans ses notes jamais publiées, il dira en fait c'est plusieurs millions d'années au moins. Et donc cette notion d'évolution, de perfection, etc., qui n'ennuyait pas les Grecs s'étaient dit si on veut réfléchir rationnellement au monde, il ne faut pas avoir de préjugés philosophiques, religieux, idéologiques. Ben, la chrétienté a fait tomber tout ça. Elle a dit il y a un dogme, on n'a pas le droit de contredire telle ou telle affirmation. Alors est-ce que ça continue pas un peu aujourd'hui? Parce que certains sites religieux traditionnalistes sur le réchauffement climatique disent que c'est une aberration, que c'est Dieu qui décide de tout ça et que voilà, il n'y a pas plus de danger écologique qu'autre chose. Oui, c'est assez intéressant. Si vous regardez aujourd'hui les gens qui nient le fait que la Terre est ronde, vous avez des complotistes classiques qui réduisent le problème en disant les seules preuves que la Terre est ronde, c'est la Terre vue de l'espace, ce qui est faux puisque 24 siècles avant les premières fusées, on le savait. Et ensuite ils disent les seules preuves de la Terre vue de l'espace, c'est la NASA, et puis la NASA est un organisme gouvernemental qui nous ment. Donc ces gens-là nient aussi le réchauffement climatique puisque la NASA dit que le climat se réchauffe. Donc si la NASA ment sur un domaine, elle ment partout. Et puis vous avez une deuxième catégorie de personnes qui nient que la Terre est ronde. C'est des gens qui, pour des raisons religieuses, avec une lecture littérale de la Bible, disent que la Terre est plate. Alors bon, personnellement, moi j'ai lu les passages incriminés, c'est pas très clair. Par exemple, dans l'Apocalypse... Non, mais je vous donne un exemple. Dans l'Apocalypse, il est fait mention des 4 coins de la Terre. Donc est-ce qu'elle est carrée et plate, ou est-ce que c'est un tétraèdre ? C'est pas, voilà. Donc, une lecture, à mon avis, très partielle de certains passages de la Bible. De la Bible, oui. Pourrait promouvoir l'idée que la Terre est plate. Et donc, ces gens-là, pour des raisons religieuses, disent que la Terre est plate, et donc ils nient le réchauffement climatique, puisque Dieu ne saurait avoir permis à l'homme d'engendrer sa propre destruction. Donc, la problématique qu'on a, c'est qu'on a l'impression que les gens qui disent que la Terre est plate sont des aimables plaisantins, ce qui est un peu vrai. Le problème, c'est qu'ils profitent de ça pour propager d'autres idées, ou ils sont soutenus par des gens qui veulent propager d'autres idées qui sont beaucoup plus dangereuses dans le monde d'aujourd'hui. Donc il faut quand même se méfier comme de la peste de ces gens-là qui sont nuisibles, je pense. D'accord. Alain Riazuelo, il y a un passage formidable dans vos livres sur « Et pourtant, elle tourne ». Et vous nous parlez, alors j'aimerais bien que vous nous en parliez vous-même, d'un astronome britannique, Bradley. Il faut quand même attendre le XVIIe siècle, voire le XVIIIe, pour qu'il apporte la première preuve que la Terre tourne. Oui. Alors, c'est il y a 200 ans, 300 ans, même pas. Un peu moins de 300 ans. Bah oui. Oui, parce que Galilée a perdu son procès contre l'Église, ce qui est totalement injuste, mais il a perdu sur un point qui était quand même crucial, c'est qu'il n'a été pas en mesure de démontrer que la Terre bougeait. Galilée disait « j'ai trouvé des lunes autour de Jupiter, donc tout ne tourne pas autour de la Terre, puisqu'il y a des trucs qui tournent autour de Jupiter ». Donc beaucoup d'arguments qui faisaient foi depuis Aristote étaient visiblement faux et ne justifiaient plus que la Terre soit certainement immobile, mais à la question « est-ce que c'est elle qui bouge ou est-ce que c'est le Soleil ?», il n'avait pas de moyens techniques à l'époque de répondre. Et ce qui est assez amusant, c'est que la preuve qui lui a manqué pour son procès, elle a été apportée un siècle plus tard, à une époque où il était tellement évident que en fait la Terre tournait autour du Soleil que la preuve avait un intérêt conceptuel, on va dire, philosophique, mais elle n'avait plus tellement d'intérêt scientifique puisque le fait était établi. Et donc, comment démontrez-vous que la Terre tourne autour du Soleil ? Alors ça, c'est une question qu'on pose en Master 1 ou Master 2. En général, les étudiants ne savent pas. Et quand ils savent, en fait, ils donnent les preuves dans l'ordre inverse de celui qui a été réalisé. C'est-à-dire, en gros, 3 types de preuves. Et les étudiants, d'habitude, donnent la dernière preuve. La dernière preuve, historiquement, c'est la première qui leur vient à l'esprit, et ainsi de suite. Et ça vient, je pense, que on raisonne à partir de la technologie que l'on connaît. Donc on remonte dans le temps en se disant « Ah oui, ça on devait déjà savoir le faire, donc ça a marché ». Et si on enlève la technologie, on dit on n'est plus démuni, on a du mal à savoir ça. Donc comment démontre-t-on que la Terre tourne autour du Soleil ? Alors c'est difficile, vous ne pouvez pas le faire vous-même.
Imaginez que vous êtes dans une voiture qui pleut. Si la voiture est immobile, qu'il n'y a pas de vent, la pluie tombe à la verticale. Si la voiture avance, la pluie a l'air de tomber de biais. Donc tout se passe comme si la direction de propagation de la pluie changeait du fait du mouvement de la voiture. Et donc M. Bradley, un jour, alors il n'y avait pas de voiture à l'époque, un jour il traverse la Tamise à bord d'un bateau et il remarque que le petit fanion qui est au sommet du mât change de direction à mesure que le bateau prend de la vitesse pour traverser la Tamise. En d'autres termes, ce que nous on pense avec la pluie et la voiture qui se déplace, lui l'observe avec la direction apparente du vent sur son voilier. Et le batelier qu'il fait traverser lui dit bah oui, c'est évident, c'est bien connu, tous les marins savent ça. Plus vous allez vite, plus vous avez l'impression d'aller contre le vent. Et Bradley a l'idée géniale de se dire mais si c'est vrai pour le vent, ça doit être vrai pour la lumière. Et donc la position dans laquelle je vais voir une étoile va sembler bouger, puisque le rayon lumineux qui devrait m'arriver pile à la verticale, du fait que la Terre va se déplacer, la position apparente de l'étoile va un peu bouger au cours de l'année. Et donc Bradley a cette idée géniale, qui est difficile à mettre en œuvre parce que la vitesse de la Terre autour du Soleil, c'est 10 000 fois moins que la vitesse de la lumière. Donc cet effet, c'est comme si vous alliez très 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 lentement en voiture. Vous voyez quasiment pas de différence entre la pluie qui tombe pile à la verticale et la pluie qui a un peu de biais. Mais Bradley a l'idée de faire ça. Et avec la technologie de son temps, il est en mesure de le faire et d'apporter cette preuve. Preuve à laquelle Galilée n'avait pas pensé d'ailleurs. Et donc finalement, cette question très ancienne a une réponse expérimentale il y a en 1728-29, je crois. Et donc c'est à ce moment-là que, même si ça vous paraît bizarre, parce que les choses soient claires, nous savons tous que la Terre est ronde, mais je pense que tous, souvenez-vous quand vous étiez enfant, la première fois qu'on vous a dit la Terre est ronde et les gens en Australie vivent la tête en bas, vous avez tous été interloqués, vous avez froncé les sourcils, mais comme c'était vos parents qui vous ont dit ça, ou vos maîtres, maîtresses d'école, vous les avez crus. Mais la première fois qu'on vous l'a dit, c'était incroyable. Donc il faut garder ça à l'esprit quand on parle des complotistes. C'est vrai que le bon sens fait que ce n'est pas une évidence. Notre appréhension du monde ne nous y donne pas accès. Et donc le fait que nous nous déplaçons à 30 km par seconde, que nous effectuons, sans bouger de notre chaise, 1 milliard de kilomètres chaque année autour du Soleil sans nous en rendre compte, effectivement, dit comme ça, c'est un tout petit peu perturbant. Mmh. C'est un fait, mais ce n'est pas un fait que l'on arrive à appréhender avec avec nos sens. 1851, le pendule de Léon Foucault. Ça aussi, c'est un bouleversement incroyable pour les scientifiques. Pas que pour Umberto Eco, mais pour les scientifiques aussi. Alors, c'est une histoire intéressante parce que il y avait deux mouvements possibles qui étaient envisagés et discutés. C'est est-ce que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures ou est-ce que la totalité de la voûte céleste tourne autour de la Terre en 24 heures? Est-ce que la Terre tourne autour du Soleil en un an ou pas? Et l'Église, au bout d'un moment, avait quand même accepté que dire que tout ce monde-là tournait à une vitesse fantastiquement grande autour de nous en 24 heures, c'était quand même douteux. Donc le fait que la Terre tournait sur elle-même, c'était accepté. Sauf que pour le démontrer rigoureusement, il a fallu attendre un siècle de plus que pour démontrer quelque chose que l'Église n'acceptait pas, à savoir que la Terre tournait autour du Soleil. Et donc comment démontrez-vous que la Terre tourne sur elle-même? Essentiellement par le fait que quand vous avez des mouvements à la surface d'un objet qui tourne sur lui-même, ces mouvements se font de façon un peu différente que si l'objet est immobile. Et il y a un exemple très simple de ça que vous pouvez voir tous les soirs quand vous regardez la météo. Quand vous voyez des dépressions, une dépression c'est un endroit où l'air est moins dense qu'ailleurs, donc l'air devrait s'engouffrer en ligne droite vers cette dépression. Sauf que comme la Terre tourne, ça modifie la trajectoire du vent et le vent s'enroule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord, autour de cette dépression. Et donc ce phénomène que l'on voit facilement maintenant qu'on voit la Terre de l'espace, il a une traduction locale spectaculaire avec le pendule de Foucault. Vous suspendez un pendule, alors il faut le pendule le plus long possible pour ne pas être gêné par des tas de choses. Le pendule en principe il oscille dans un plan fixé
Mais du fait que la Terre tourne sur elle-même, le plan d'oscillation du pendule bouge, et donc au bout de quelques dizaines de minutes, vous vous rendez compte que l'axe initial d'oscillation du pendule, que vous pouvez marquer au sol, enfin, Foucault l'avait fait en mettant une minuscule aiguille en bas de son pendule et en mettant de la cendre, et bien on se rend compte que peu à peu ça tourne. Et ça a un côté très majestueux, parce qu'à la fois c'est fait dans un environnement, voilà, une pièce, ou disons une église, il faut qu'il y ait un dôme le plus haut possible. Vous pouvez le voir au Conservatoire des Arts et Métiers. Hein. C'est pas le pendule historique de Foucault, c'est un autre un peu plus court. Mais il y a un côté très majestueux de voir, voilà, on voit le truc, et puis au bout de quelques minutes, alors des fois, en bout de course du pendule, les gens mettent des dominos, et donc on voit les dominos tomber les uns après les autres, toutes les 5-10 minutes en fonction du nombre de dominos. Et ça a un côté qui est majestueux. Je ne sais pas comment dire. C'est un phénomène très lent que spontanément, si on vous dit qu'il faut attendre 10 minutes pour voir quelque chose se passer, 10 minutes c'est long. Mais en fait, il y a une sorte de fascination, c'est l'inéluctabilité du phénomène qui est impressionnante, je trouve. Alors, avant la fin du livre, vous dites la Terre, quand même, quel objet sophistiqué. C'est un objet sophistiqué. Puis alors, vous vous posez la question, et c'est passionnant, question que je ne m'étais jamais posée avant la lecture de ce livre, c'est quelle est la masse, quelle est la densité de la Terre. Vous posez aussi la question sur son âge, ainsi que sur le Soleil. Mais la densité, pourquoi vous vous êtes intéressé à cette question-là ? Alors, les scientifiques se sont intéressés à cette question-là parce que l'objet est là, il existe. Donc les scientifiques se posent des questions sur cet objet. Ils ont déterminé sa forme, puis Isaac Newton a montré pourquoi c'était cette forme-là. Ils ont déterminé son mouvement, en partie grâce aussi, conformément aux prédictions de Newton. Et donc la suite, c'est est-ce que cet objet a une histoire ? Qu'est-ce qu'on peut dire de sa structure interne, etc., etc. Et peser la Terre, en fait, c'est très compliqué. Vous n'avez pas de balance géante sur laquelle vous pouvez comparer la masse de la Terre à la masse d'un objet donné. Par la mécanique céleste, vous pouvez déterminer sans trop de difficulté que la Terre est 80 fois plus massive que la Lune. Enfin, ça ne vous aide pas beaucoup puisque vous ne savez pas non plus la masse de la Lune, etc. Et donc, ça a été une question qui a agité les gens à partir du temps de Newton, donc dans les années 1690, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, parce que les gens essayaient d'imaginer une expérience qui permettrait de faire ça, et n'y arrivaient pas, ou ne trouvaient pas. Et il a fallu assez longtemps, en fait, et la présence d'un monsieur qui était un aristocrate avant d'être un scientifique, c'était quelqu'un qui était très riche, et il a décidé qu'il ferait de la science dans son coin, donc c'est monsieur Cavendish dont je parle, et qui a mis au point un appareillage remarquablement sophistiqué à l'époque, où au lieu de peser la Terre, il a comparé la force d'attraction qu'exerçait la Terre sur nous, qu'on peut mesurer, hein, c'est ce que fait votre pèse-personne, avec la force d'attraction de 2 boules de plomb. Cette force d'attraction-là, elle est extrêmement faible, donc extrêmement difficile à mettre en évidence. Il a réussi à le faire, et par une sorte de règle de 3, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça, et on a déduit la masse de la Terre. Mais ce qui est génial, c'est qu'avec les lois de Newton, une fois que vous connaissez la masse de la Terre, dès que vous avez un machin qui tourne autour d'un truc, vous connaissez la masse du truc. Donc une fois qu'il a pesé la Terre, en regardant le mouvement des satellites de Jupiter, il a pesé Jupiter. En connaissant le mouvement de la Terre autour du Soleil, il a pesé le Soleil. Donc une fois que vous avez pesé un de ces trucs, vous passez d'une échelle relative à une échelle absolue. Donc vous pesez la Terre, vous avez pesé l'univers dans un sens. Et c'est rare en science que vous ouvriez une perspective d'un coup où par une mesure, vous calibrez en fait plein de choses. Et ce moment-là s'est produit, et bon, on ne peut pas en tant que scientifique aujourd'hui imaginer conceptuellement à quoi peut correspondre le avant et le après de ce genre de mesures, mais c'est absolument génial. Des fois, j'ai des collègues des fois dont on sent une sorte de frustration. Ils disaient « Ah oui, il y a 100 ans là, qu'on a découvert la relativité, j'aurais bien aimé être là pour participer à cette aventure. » Et quand on fait un peu la liste des phénomènes marquants sur la Terre, comme j'ai fait là, je ne dis pas qu'on est jaloux, mais on se dit c'était quand même une époque où
on pouvait provoquer des bouleversements qui n'ont pas forcément beaucoup d'équivalent aujourd'hui. Et alors vous, Alain Razuelo, vous voulez même vous projeter dans des milliards d'années. Je vais lire quelques lignes à la fin de votre livre. « Plus personne ne sera là pour raconter la suite. Mais notre planète n'en aura pas encore fini avec son existence cosmique. L'étape suivante se produira, vous êtes très précis, l'étape suivante se produira d'ici 5,5 milliards d'années. À ce moment-là, le cœur de notre étoile, complètement dépourvu d'hydrogène, aura entièrement été converti en hélium. En conséquence, il se contractera encore plus et la combustion de l'hydrogène continuera, mais en couche autour du cœur. Or, dans une étoile, les couches externes agissent comme une sorte de thermostat qui régule le rythme des réactions. 5,5 milliards d'années. Comment vous avez trouvé ce chiffre ? Alors, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Alors, pourquoi vous le mettez dans votre livre alors ? C'est un chiffre important. C'est un chiffre important, c'est-à-dire que à partir du début du XXe siècle, les gens se sont posé la question non pas de la structure interne de la Terre, mais de la structure du Soleil et de la source d'énergie qui le fait briller. Peu à peu s'est imposé dans les années 20-30 le fait que le Soleil brillait depuis très longtemps, grâce donc aux réactions nucléaires. Des réactions chimiques, ça produit peu d'énergie par unité de masse par rapport aux réactions nucléaires. Donc à partir du moment où c'est l'énergie nucléaire qui fait briller le Soleil, il peut briller pendant très longtemps. Et donc la notion d'évolution stellaire, de comment les étoiles naissent et combien de temps elles peuvent vivre, étant donné essentiellement le paramètre essentiel qui est leur masse, c'est quelque chose qui a été peu à peu compris à partir de l'après-guerre jusqu'aux années 60-70. Et donc une fois que vous avez compris ça, vous pouvez à la fois déterminer, en observant la composition actuelle du Soleil, quel est l'âge du Soleil, et pendant combien de temps il va continuer à briller comme il le fait maintenant, et à partir de quand ça va pas mal changer. Et donc à partir de 5,5 milliards d'années, les choses vont un peu se gâter, on sera mort, donc voilà. Nous allons tous mourir, je vous rassure. Oui. Voilà. Donc dans un futur assez lointain, la Terre, selon toute vraisemblance, va se faire engloutir par le Soleil, parce que le Soleil aura beaucoup grossi. Voilà, la Terre qui est ronde fera partie d'un objet rond, mais n'en sera qu'un constituant très minoritaire. Voilà. Oui, mais alors sur le encore plus long terme, puisque j'aime bien cette partie-là, on peut montrer que donc, ce qui restera de la Terre, si elle survit du Soleil, ce seront des sphères absolument parfaites, sans la moindre aspérité. Donc il faut attendre pour ça des durées inconcevablement longues. Mais j'étais très content de pouvoir mettre ce chapitre. Parce que le rêve des Grecs, c'était qu'il y ait des sphères parfaites dans l'univers. Et évidemment, la Terre n'est pas une sphère parfaite, elle est un peu aplatie parce qu'elle tourne sur elle-même. Il y a des aspérités, il y a des montagnes, mais dans très longtemps. Donc, vous verrez dans le livre le nombre de zéros qu'il faut mettre pour chiffrer cet âge-là. La Terre sera une sphère absolument parfaite. Et donc si on pouvait revoir les fantômes des savants grecs aujourd'hui et leur dire, vous savez, aujourd'hui la Terre elle n'est pas parfaitement ronde, mais plus tard elle le sera, eh bien, je pense qu'ils seraient contents. Bon, très bien. Écoutez, avant de lire ce livre, vous avez le temps de poser des questions à l'auteur et je vous invite vraiment à le rencontrer. Alain, vous signerez votre livre probablement sur la table de la librairie. Mais avant tout, vous avez peut-être des questions sur les 5,5 milliards d'années. Qui a une question à poser ? Monsieur. Oui, j'ai une question, je suis arrivé légèrement en retard. Eva. Mais j'ai une question que vous avez peut-être effleurée. Comment expliquez-vous la persistance des mesures de distance anglo-saxonne, dans tout le monde anglo-saxon, États-Unis compris, Angleterre et autres, Australie, etc., contre notre merveilleuse définition d'Alembertienne, etc., que nous apprenons à l'école. Voilà. Comment est-ce qu'on peut expliquer? Moi qui ai vécu, qui ai travaillé aux États-Unis dans des laboratoires de pointe, etc., je ne comprends pas. Voilà.
Alors, d'abord, il faut dire que adopter le système métrique en France, ça a été compliqué. Parce que tout le monde était d'accord pour dire que ça serait bien que tout le monde ait la même unité de mesure, mais ça voulait dire que tout le monde devait changer ses habitudes. Donc, souvenez-vous, il y a 20 ans que vous êtes passé à l'euro, vous avez râlé pendant quelques mois. D'accord, vous râlez peut-être même encore. Bon, voilà. Et certains s'y sont toujours pas adaptés. Voilà, exactement. Donc, changer ces unités de mesure, c'était difficile. Ça a été difficilement accepté en France. Ça a même été abandonné un temps. En fait, Napoléon, qui était très favorable à cette rationalisation, l'a finalement abandonné pour éviter qu'il y ait trop de mécontentement interne. Et donc c'est après, c'est à la Révolution de 1830 que finalement on a définitivement adopté le système métrique. Et la plupart des pays qui sont venus au système métrique l'ont fait lors de bouleversements politiques importants. Donc pourquoi les Anglais se sont pas joints au truc? En fait, les Anglais au départ étaient d'accord pour adopter le système métrique, mais pour adopter le système métrique, il fallait définir le maître très précisément. Et pour que le maître soit universel, il fallait qu'il parle à tout le monde, et donc le maître a été défini comme une certaine fraction de la circonférence terrestre, que après la Révolution, 2 astronomes français sont allés mesurer de façon très précise. Donc pour vous donner une idée de la précision qu'ils espéraient avoir, ils espéraient pouvoir déterminer la distance entre Dunkerque et Barcelone avec une précision de 10 mètres. Bon, en fait, la précision, c'était plutôt 200 mètres que 10 mètres. Ils ont eu des mauvaises surprises dont je parle là. Mais ils ont voulu faire cette mesure parfaite. Et cette mesure parfaite, ils ont mis du temps à la faire. Et alors qu'au départ, les Anglais et les Américains étaient plutôt favorables à passer au système métrique, comme ils ont dû attendre 2 ans, 5 ans, même quasiment une dizaine d'années, leur enthousiasme est retombé. Donc ça vient de là, mais je vais quand même vous raconter une histoire. Quand on parle des fuseaux horaires, il y a un nom qui vous vient en tête, c'est Greenwich. À la Révolution, il y avait le méridien de Greenwich, il y avait celui de Berlin, il y avait celui de Paris. Et le système impérial, donc le système anglais de mesure, et le système métrique. Histoire d'unifier tout ça, à la fin du 19e siècle, il y a eu un accord entre les Français et les Anglais, où les Français acceptaient d'abandonner le méridien de Paris comme origine des longitudes, en échange de quoi les Anglais s'engageaient à passer au système métrique. Donc on s'est fait avoir. Voilà, gentiment. Donc André Brahe, qui est un astrophysicien, qui était un célèbre vulgarisation d'astrophysique, s'amusait à dire dans ses cours, moi je pense qu'on devrait revenir au méridien de Paris tant que les Anglais ne seront pas retournés au maître. Donc voilà. Alors je précise que le méridien de Paris, il passe toujours en plein milieu de l'observatoire de Paris. Hein. Si vous allez dans le 14e, que vous voyez les jardins de l'observatoire, vous voyez une ligne droite tracée au sol. Le long de ce méridien de Paris, d'ailleurs, si vous avez vu Da Vinci Code, vous voyez les petits médaillons, il y a marqué Arago. Donc le méridien de Paris est toujours là où il est. Le méridien de Greenwich, pour des histoires de définition de la seconde, etc., en fait, il passe à 500 mètres de l'observatoire de Greenwich. Donc non seulement on n'a pas le méridien de Greenwich, mais en plus on a un faux méridien de Greenwich. Voilà. D'autres questions? Monsieur. Oui, juste un petit mot peut-être sur la Terre. Vous précisiez qu'elle était un petit peu aplatie au pôle, mais surtout son comportement de toupie dans sa révolution. Est-ce que vous pourriez développer très brièvement? Alors c'est un problème qui est compliqué et qui est à plusieurs niveaux, donc je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Donc la Terre tourne sur elle-même, suivant un axe qui en gros passe du pôle nord au pôle sud au sens qu'on a en tête. Cet axe de rotation, et donc la Terre dans son ensemble, tourne, n'est pas fixe dans l'espace. Donc aujourd'hui, l'axe de rotation de la Terre pointe vers une étoile qu'on appelle l'étoile polaire. En fait, il va s'écarter de cette étoile et il va pointer vers une autre étoile qui est Vega, si vous connaissez un peu d'astronomie, dans 13 000 ans. Si vous regardez la position de Vega par rapport à l'étoile polaire, c'est quand même très éloigné. Donc ce phénomène-là s'appelle la précession des équinoxes. Il a été découvert dans l'Antiquité. Donc ça, c'est et il n'a été compris du temps de Newton. Il était observé sur un siècle pendant l'Antiquité. Sur 2000 ans qui ont suivi, on a pu constater que cette précession continuait. Donc ce phénomène-là, il est compris, il est essentiellement dû à l'action de la Lune et du Soleil sur une Terre qui n'est pas parfaitement sphérique. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, vu que la Terre n'est pas une sphère parfaite,
la direction exacte du pôle, donc de l'axe de rotation par rapport au centre de la Terre et à la croûte terrestre, se déplace de quelques dizaines de mètres au cours de l'année. Donc c'est très difficile à mesurer. Vous ne pouvez pas évidemment voir la Terre tourner sur elle-même, mais si la position du pôle se déplace de quelques dizaines de mètres, ça veut dire que depuis un endroit donné, la latitude que vous allez mesurer par rapport aux étoiles va varier d'une infime fraction d'angle à cause de ça. Donc ça, j'avais pas eu le temps d'en parler dans le livre, je suis désolé, j'étais limité en nombre de caractères, donc j'ai dû zapper cette partie-là, mais je peux vous en parler. Et donc ce phénomène-là, il avait été compris au début du XVIIIe siècle par un savant qui est très connu, qui s'appelle Gauss. Et pendant plus d'un siècle, les gens ont cherché à mettre ce mouvement en évidence, tout en sachant qu'ils auraient du mal parce que c'était un mouvement qui était sans doute très faible. Il a finalement été trouvé en 1890 par un monsieur qui s'appelle Chandler. Donc ce mouvement du pôle, on appelle ça la polodie, ça s'appelle aussi l'oscillation de Chandler à cause de ça. Et donc aujourd'hui, avec les mesures GPS et autres, la position instantanée de l'axe de rotation de la Terre, on la connaît à peu près au centimètre près. Et donc ce mouvement, si vous pouvez tracer par exemple sur la glace antarctique, la position du pôle au cours du temps, donc ça fait des ronds comme ça, et puis ces ronds se déplacent légèrement d'une année à l'autre. Le centre de ce mouvement quasi circulaire se déplace. Il se déplace parce que la Terre se déforme. Alors elle se déforme essentiellement parce que la Scandinavie, le Grand Nord canadien était il y a 20 000 ans recouvert de glace. Donc la croûte terrestre s'est affaissée à cet endroit-là. Et comme la croûte terrestre est un fluide extrêmement visqueux, une fois que la glace est partie, elle a commencé à remonter très lentement, mais 20 000 ans plus tard, elle n'a pas fini de remonter. Et donc vous avez une légère dérive de l'axe de rotation de la Terre, qui est à cause de la réponse retardée de la Terre à cette variation de masse qu'il y a eu. Et puis on observe aussi un autre mouvement, depuis une vingtaine d'années, qui est là dû à une variation instantanée de la distribution des masses sur Terre, c'est-à-dire la fonte de la glace du Groenland, à cause du réchauffement climatique. Et on voit que l'axe, la dérive séculaire de l'axe de rotation de la Terre change de direction dans la direction à laquelle on s'attend qu'elle dérive du fait que le Groenland est maigri. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que l'on sait faire avec une précision qui est de l'ordre du centimètre sur l'échelle d'une heure. On ne peut pas mesurer instantanément l'axe de rotation, mais en une heure, on sait déterminer l'axe de rotation avec une précision de quelques centimètres. Et ce qui est magique, c'est que à ce niveau de précision, on est capable de comprendre ce qu'il se passe. C'est-à-dire que toutes les raisons qui font que ce mouvement varie légèrement, on arrive à les modéliser. Donc même avec une précision absurde de 1 cm sur un objet qui fait 12 000 km de diamètre, on arrive à comprendre ce qui se passe. Peut-être une dernière question, après vous aurez l'occasion de retrouver l'auteur au moment du cocktail même. Monsieur. Merci. Je voulais revenir rapidement sur Galilée et sur Bertolt Brecht, qui est un excellent dramaturge. Et je voulais vous poser la question, parce que ça fait toujours l'objet de débats, mais est-ce que la façon dont on décrit la position de l'Église à l'époque notamment, est-ce qu'elle n'est pas un peu caricaturale ? Parce que est-ce qu'il n'y avait pas avant Galilée déjà Copernic, qui était un théologien ? Et est-ce que l'évolution parce que ce que je lis par ailleurs, de la position de certains dans l'Église, parce que l'Église c'est pas complètement massifié, et vis-à-vis des textes notamment, est-ce qu'il n'y a pas eu une radicalisation au moment des guerres de religion et de l'apparition du protestantisme qui a eu pour effet de lire les textes de façon beaucoup plus littérale, et est-ce que c'est pas de ça dont est venue l'évolution et puis le procès de Galilée. Alors, je ne suis pas historien des religions. Voilà. Ouais, donc, ouais. je vais vous faire la réponse de mon point de vue plus distant de scientifique. D'abord, il y a un truc un tout petit peu injuste vis-à-vis de l'Église et de son procès à Galilée, c'est que l'héliocentrisme a été au moins aussi mal reçu du côté des protestants que du côté des catholiques. Alors, il se trouve que Galilée vivait en Italie, que c'était un copain d'un cardinal qui est devenu pape,
qu'il a voulu publier en Italie et en italien ses théories, donc pour les diffuser au plus grand nombre, et que ces idées-là contredisaient celles de l'Église. Donc il s'est fait taper dessus par les locaux, on va dire. Je pense que même si la papauté avait accepté ça, les protestants ne l'auraient pas forcément facilement accepté. Donc ça c'est le premier point. Puis l'autre point, je pense que c'est essentiellement un enjeu de pouvoir. C'est-à-dire quand vous avez le pouvoir et que vous êtes dogmatique, si quelqu'un vous contredit, il sape votre autorité. Donc le problème, c'est que l'Église, pour des raisons que je ne connais pas bien, s'est arc-boutée sur cette idée que comme le monde avait été fait par Dieu et pour l'homme, on était forcément au centre. Et cette idée-là a commencé à être en contradiction flagrante avec les faits. Et donc il est là le problème. À mon avis, c'est avant tout un enjeu de pouvoir. Maintenant, Galilée a sans doute été extrêmement maladroit. Galilée était quelqu'un qui visiblement n'avait rien contre une joute verbale et n'avait pas forcément beaucoup de diplomatie face à ses détracteurs. Et donc il y a un exemple que j'ai appris en me documentant, c'est que Galilée disait vous ne pouvez pas dire que tout tourne autour de la Terre puisqu'il y a des satellites qui tournent autour de Jupiter. Et donc un de ses détracteurs avait dit les satellites de Jupiter n'existent pas puisqu'ils ne servent à rien, donc toujours dans cette idée de monde parfait. Et Galilée lui aurait rétorqué mais bien sûr que les satellites de Jupiter servent à quelque chose, monsieur, ils vous énervent, ils servent à vous énerver. Donc c'est un bon mot, on est content qu'il lui ait envoyé ça dans la figure, mais vous comprenez que c'est absolument très maladroit. Il ne faut jamais humilier son adversaire. Le meilleur moyen de se débarrasser de votre ennemi, c'est d'en faire votre ami. D'accord ? Et Galilée a sans doute voulu aller trop vite, plutôt que laisser les idées décanter et laisser les gens se faire à cette idée. Il a sans doute été imprudent et impatient. Donc mais alors je précise quand même que l'histoire aurait pu être complètement différente. C'est que dans l'Antiquité grecque, donc les gens savaient que la Terre était ronde, ils savaient que la Lune était 2-3 fois et demi plus petit que la Terre, et ils savaient que le Soleil était au moins 20 fois plus gros que la Lune. Donc le Soleil était plus gros que la Terre. Le vrai chiffre, c'est plutôt 100 fois plus gros. Dans l'Antiquité grecque, c'était 5. Mais donc, un savant grec a dit, mais attendez, que la Lune qui est plus petite que la Terre tourne autour de la Terre, ok, j'achète. Mais que le Soleil qui est 5 fois plus gros que la Terre tourne aussi autour, c'est peut-être pas logique. Mais cette idée-là, face à la pseudo-démonstration d'Aristote et son prestige, a fait que ça a été abandonné. Mais on aurait très bien pu bifurquer vers quelque chose de complètement différent. Donc c'est très difficile de réécrire l'histoire ou de s'imaginer à quoi tiennent les choses. Je sais pas. Mais pour ce qui est de Galilée et son époque, je pense que c'était d'abord et avant tout un enjeu de pouvoir. Voilà. Lisez Pourquoi la Terre est ronde, Alain Rayazzuelo, est publié chez Humaine Science. Merci beaucoup.